Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est Laurie aujourd'hui et on se retrouve pour un épisode spécial avec une invitée. Quand on a décidé de travailler sur notre nouvelle mouture de My Marketing Podcast, on n'a pas cherché bien longtemps savoir à qui on allait confier cette épineuse mission de nous accompagner avec Sandy. C'était un peu comme une évidence et que ce serait Anne-Claire Leca. Anne-Claire, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour le coup, c'était une évidence, surtout pour Sandy, parce que nous, j'avais beaucoup entendu parler de toi, mais on s'est rencontrés en fait grâce à Sandy. Oui, je me souviens la première fois qu'on s'est connectés officiellement sur LinkedIn, on s'est toutes les deux avoué qu'on avait l'impression de vachement bien se connaître alors qu'on s'était jamais rencontrés parce que Sandy m'avait beaucoup parlé de toi et puis vice-versa. Et inversement, Sandy m'avait beaucoup parlé de toi aussi. Toi, Anne-Claire, tu es la fondatrice de EcoFactory et tu accompagnes les personnes qui souhaitent améliorer la visibilité et l'attractivité de leur podcast. Comme quoi, c'était pas une erreur de casting de faire appel à toi. Dans ce travail qu'on a effectué ensemble, on a notamment travaillé sur notre personal branding avec Sandy, un exercice qu'on a donc refait avec toi. Et c'est le sujet que tu viens partager avec nous aujourd'hui. Exactement. Je trouve que c'est un super sujet parce que ça vient de toucher à plein de choses, à des choses qui sont d'ordre très stratégie, business, des compétences comme la communication, mais aussi des choses un peu créatives, plus du côté personnalité, humain. Et je trouve que c'est un sujet super riche qui n'est pas encore vachement abordé et j'ai trop envie de le démystifier avec vous aujourd'hui et faire en sorte que chacun se sente capable de passer le pas à la fin de l'épisode. Ouais, parce qu'au final, c'est pas si simple justement à définir. Et moi, j'ai trouvé l'expérience. C'est vrai qu'on y travaille dessus avec Sandy, mais d'avoir toi à l'extérieur pour nous refaire travailler dessus, parce que finalement, c'est bien aussi parfois de se poser, de faire le point et de dire est-ce que c'est toujours comme ça que je me définis, donc de continuer à travailler son personal branding et les éléments qui le constituent. C'était un super exercice et c'était pas si facile au final, je dois bien le dire. Mais avec ta méthode et les bonnes étapes, c'est un travail que tout le monde est capable de faire. Oui, franchement, j'en suis persuadée. Il y a plusieurs degrés d'avancement, on peut y consacrer plus ou moins d'énergie ou quoi, mais pour moi, il y a un basique, un niveau basique du personal branding qui est accessible à tout le monde et que tout le monde devrait investir un moment ou un autre s'il a envie d'être reconnaissable, mémorable et même remarqué, quel que soit son poste ou son domaine d'activité. Justement, ce que je te propose, c'est que ce soit ces fondations, en fait, ces fondamentaux qu'on aborde ensemble aujourd'hui pour que les personnes qui souhaitent entamer ce travail, commencer à travailler sur leur personal branding, puissent avoir les premiers éléments, les premières pistes pour passer à l'action, puisque ici, on est vraiment là pour donner les techniques et les pistes pour amorcer l'action et avancer progressivement. Donc, je pense que tu as déjà répondu en fait à la question, mais je voulais que tu redonnes rapidement, que tu nous fasses un résumé de ce que c'est le personal branding pour ceux qui l'ignoreraient encore. Alors le personal branding, pour le dire simplement, c'est ce que tu as envie que les gens pensent et disent de toi quand tu es pas dans la pièce, en gros. Et donc ça peut être du personal branding personnel, mais là on est plus sur une approche professionnelle du personal branding, et notamment dans sa façon de communiquer ce personal branding sur les réseaux sociaux ou dans le contenu qu'on va créer autour de son activité professionnelle. Ok, super. Je pense qu'au moins, c'est une définition claire que tout le monde peut s'approprier. Et est-ce que toi, tu as constaté justement pourquoi les gens, souvent, c'est un exercice qu'ils n'arrivent pas à faire? Est-ce que
Il y a des blocages, il y a des peurs. Est-ce que, voilà, c'est vrai que souvent on se dit, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire au final. Ça demande une certaine motivation, le personal branding, et parfois on est un peu, retenu en arrière, on est un peu alourdi par, des peurs ou des croyances ou des pensées que le personal branding, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable pour nous. Alors déjà, moi je donne des cours en master de communication et à la fin, j'ai une petite session de clôture de mes cours, de master en communication où je donne des conseils à ces jeunes, de 20 ans sur la façon dont, ils doivent aborder la communication appliquée à eux et je leur dis: «Commencez-le dès maintenant». Donc c'est vraiment quelque chose qu'on devrait commencer, qu'on devrait apprendre en école. Donc si moi je donne ce conseil à des personnes de 22 ans qui sont même pas sur le marché du travail, vous qui nous écoutez, qui êtes, dirigeants, dirigeantes, d'entreprise ou à des hauts postes, et ben, c'est encore plus, valable pour vous parce que vous avez encore plus d'expérience à mettre en avant, vous avez encore plus, de projets et un historique, professionnel qui est encore plus riche. Donc vous avez une matière qui est inexploitée et qui pourrait vraiment vous apporter. Ouais, mais tu vois, moi, ce que j'entends souvent, c'est, «J'ai rien à raconter, qu'est-ce que je vais dire? Ça va pas être intéressant, ça n'intéresse personne ou ça va intéresser personne», tu vois? C'est ce fait de pas vouloir se mettre en avant. Ça, c'est une grosse difficulté justement, enfin, en tout cas, nous, moi, je l'ai constaté. Je pense que derrière le «ça ne va intéresser personne», il y a, bah, la peur d'être un peu rejeté, en fait, de prendre, un peu une approche de la performance de sa prise de parole en disant: «Bah, si, je commence à parler un peu de moi et que mon post, il performe moins, bah, je vais le prendre pour moi». Tu as peur de déplaire? La peur de déplaire, exactement. Et en fait, si ce post, il performe moins, et ben, c'est peut-être parce que, il n'était pas posté au bon moment, qu'il n'était pas écrit de la bonne manière et pour moi, c'est pas l'approche personal branding qui doit, du coup, vous faire peur, Oui, du on rejet. n'est pas toujours la Exactement. raison pour laquelle quelque chose ne fonctionne pas. Exactement. Et sur le fait que ça va pas intéresser les gens, bah oui, il y a certaines personnes que ça va pas intéresser, je suis tout à fait d'accord, mais après, il y a des personnes que ça va intéresser doublement. Et du coup, cette approche de personal branding, c'est le fait de se démarquer et de se rendre mémorable et reconnaissable auprès d'une certaine cible. Et si vous avez cette approche, les étapes qu'on va aborder, eh bien, vous le ferez de manière intelligente. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de squatter la conversation et puis de raconter qu'un jour on a fait un camp d'été et qu'on faisait de la flûte, c'est pas ça, l'idée. Ah, tu la C'est ref. tu la ref. L'idée, c'est de partager des choses qui nous sont propres, qui sont issues de notre histoire personnelle, mais dans une démarche de le rendre compréhensible et de donner de la valeur aux gens qui nous lisent. Je vous donne, 2 exemples. 2 exemples d'usage du personal branding qui vont vous montrer à quoi ça sert et pourquoi ça va intéresser les gens. Vous êtes un expert ou une experte et vous avez envie d'être reconnu comme une des voies à suivre sur le sujet de l'automatisation. Une approche de personal branding, ça pourrait être de, mettre en avant vos propres erreurs ou des apprentissages que vous auriez faits dans une situation particulière. Ce partage personnel, d'une anecdote qui est personnelle, c'est du personal branding puisque vous vous mettez en scène dans votre communication. Vous n'êtes pas en train de délivrer un enseignement froid et théorique, vous l'humanisez avec votre propre expérience. Et pourquoi ça va intéresser? Parce qu'on écoute toujours les histoires et parce qu'on les mémorise toujours mieux. Le fait, de pouvoir se représenter quelqu'un qui est en train d'apprendre, c'est en fait les ficelles qui sont tirées dans n'importe quel, Ouais, c'est Disney ou d'un contextualisé, en fait. exactement, c'est contextualisé. Et c'est pour ça que le storytelling, on nous rabat les oreilles avec, mais c'est pas un truc qui est inatteignable. C'est ce que font nos grands-mères et ce que font les gens depuis, des années et des années et des millénaires. C'est de faire en sorte de proposer un contenu qui est complexe en l'humanisant et en le rendant accessible et mémorable parce qu'on peut se projeter dans l'histoire qui est racontée. Voilà. Et en fait, ça correspond à un des piliers, dans les neurosciences. Un des piliers de l'apprentissage, c'est l'attention et on sait, enfin, ça a été démontré que les histoires permettent d'être plus concentré et d'être plus attentif parce que c'est rythmé et parce qu'on peut se projeter. Il y a aussi pas mal d'images mentales et ça permet justement d'être attentif et de mieux mémoriser. Donc, le storytelling a vraiment aussi cette dimension de pouvoir être mieux mémorisable. Exactement. Et donc du coup, d'avoir se dire, en fait, faire du personal branding, un des champs d'application, c'est le storytelling, c'est de raconter des histoires et se mettre en scène. C'est l'assurance de se dire qu'on va intéresser les gens puisque c'est la base même de faire un bon storytelling. Un deuxième point, c'est aussi de se dire que
ça va intéresser les gens puisqu'ils vont comprendre qui vous êtes et en fait, on n'est pas tous, des pouces en train de scroller sur des sur des écrans. On n'est pas tous des images figées de profil, LinkedIn en costard-cravate. On est des vraies personnes qui vivons des vraies aventures et en fait, parfois de découvrir quelque chose d'inattendu sur quelqu'un, ben, on va se connecter à lui de manière inattendue. Tu touches du doigt une chose qui est super intéressante, c'est que le personal branding, ça permet de connecter, effectivement. Exactement, Et je pense que pour moi, vraiment, si je devais le résumer en une action, ce serait vraiment ça, être identifiable et pouvoir, dans le but de pouvoir connecter plus facilement. exactement. Et du coup, comment on fait pour passer à l'action? Pour passer à l'action, eh ben, on peut y aller étape par étape. Le strict minimum du personal branding, c'est se dire, bah, justement, sur quoi, sur quel sujet j'ai envie d'être identifié, sur quel sujet j'ai envie de m'exprimer pour que le nom de Laurie Jacobi ou le nom de Anne-Claire Lucas soit associé à des grandes thématiques. Donc Ça me déjà, paraît être un bon départ. ça paraît être un bon départ. Mais c'est pas si évident que ça, en fait, finalement, de faire des choix. Parce que c'est tentant de vouloir parler de plein de choses aussi, hein. C'est tentant de vouloir parler de plein de choses et aussi, bah, il y a toujours un peu parfois le syndrome de l'imposteur qui peut un peu nous rattraper en disant: «Bah, qu'est-ce que j'ai comme légitimité à, m'exprimer sur ce sujet?» Donc ça, on revient aussi un petit peu aux peurs au blocage, on va les retraiter un petit peu. Bah, c'est définir, son personal branding, c'est définir un cadre dans lequel on a envie d'évoluer. Ça peut être un cadre vers lequel on a envie, d'atteindre aussi, d'avancer. Donc il peut être aussi défini comme un objectif à atteindre. Moi, mon personal branding, j'ai envie de le créer pour être, identifié sur, tel sujet, par exemple de l'automatisation, c'est encore un exemple que je prends. Aujourd'hui, je me suis encore très peu exprimée, mais c'est quelque chose que je connais bien ou que j'ai envie de creuser. Et ben, prophétie autoréalisatrice, je le mets dans les thématiques que je vais aborder parce que du coup, ça me donne des objectifs de m'exprimer régulièrement sur le sujet afin d'être identifiée, dans le futur. C'est hyper intéressant et en fait, ça me fait penser que dernièrement, je sais pas toi dans ton fil, mais moi j'ai vu plein de gens qui ont commencé à s'exprimer sur une expertise sur ChatGPT par exemple, ou sur les intelligences artificielles, alors qu'il y a encore 3 mois, ils en parlaient pas du tout. Et finalement, c'était pas nécessairement déjà des experts, c'est juste qu'ils ont commencé à s'intéresser au sujet en se disant bah moi j'ai envie aujourd'hui, ça m'intéresse, j'ai envie d'être identifié par rapport à ce sujet-là. Ils ont juste commencé par partager leurs apprentissages sans se positionner comme expert. Ça, c'est aussi une peur de dire quelle légitimité je l'ai à le faire. Le fait de se positionner, d'avoir un positionnement d'apprenant, d'explorateur, c'est aussi une manière de se soulager sur la peur d'être démasqué comme un expert en fraude, en fait. Juste, C'est moins impliquant, hein. c'est beaucoup moins impliquant, mais c'est tout aussi passionnant parce qu'il y a une identification plus forte qui va se faire entre votre audience et vous, puisqu'elle va s'identifier aux questionnements, aux échecs, aux questions que vous posez. Et c'est quelque chose qui crée un lien émotionnel qui est même encore plus fort que celui de l'expert. Oui, parce que ça rend plus accessible, en fait. Exactement. Ok, bah, étape numéro 1, je pense que c'est déjà pas mal de commencer à clarifier ces sujets-là. Étape numéro 1. On a dit qu'on faisait basique et pour aller plus loin. Si on a envie d'aller plus loin, on peut définir ces thématiques selon la stratégie de contenu qui est donc tofu, mofu et bofu. C'est La fameuse. la fameuse. Top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. C'est une hiérarchisation des thématiques sur lesquelles on a envie de s'exprimer, qui sont plus ou moins grand public ou plus ou moins, donc ça c'est top of the funnel qui va aller concerner tout le monde. Et bottom of the funnel, c'est plus des thématiques qui sont liées à nos spécialités et qui sont dans une perspective de conversion. Mais ça, c'est vraiment si vous avez envie d'aller plus loin. Si vous voulez faire C'est l'étape basique, d'après. voilà, le basique, c'est listez-vous 4 grandes thématiques sur lesquelles vous avez envie d'être reconnu et identifié. Deuxième étape, c'est se poser la question de la tonalité. Comment est-ce que vous voulez vous exprimer? Est-ce que vous êtes dans une approche d'explorateur, d'exploratrice? Est-ce que vous êtes dans une approche expert, experte? Donc, est-ce que vous êtes plus sur du pragmatique? Vous êtes plus sur du théorique? Est-ce que vous êtes sur quelqu'un qui va être très accessible ou quelqu'un qui va être utiliser plus du jargon du domaine? Vraiment de définir votre tonalité, c'est donc la manière dont vous allez vous exprimer sur les thématiques que vous avez définies. Et ensuite, il y a la partie personnalité, puisque là, on est là pour faire du personal branding. Donc, on définit notre ligne édito, thématique et tonalité, mais
c'est la personne qui va s'exprimer dessus qui va faire la différence. Parce Ah, que des fois, on n'ose pas en plus. parfois, on n'ose pas. Donc maintenant, comment est-ce qu'on rajoute un petit peu une poudre de personnalité par rapport à ça? Eh ben, on peut réfléchir à, comme je vous le disais, soit des anecdotes personnelles, soit des expériences, soit des choses que l'on a faites qui vont concerner ces thématiques-là. Ça, c'est une façon de se mettre en scène, de partager sa propre expérience, qui en plus est assez facile à faire parce que bah, on peut pas mentir sur ce qu'on a. On a de la légitimité à partager ce qu'on a vécu. Surtout si on le fait bien et de manière à apporter de la valeur à son audience, comme je le disais. Et en restant authentique, hein, évidemment. L'idée, c'est pas de s'inventer une vie non plus, quoi. On est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est une première manière de s'incarner comme personne sur ces sujets de la ligne édito de sa marque personnelle. Ensuite, un niveau un petit peu plus avancé, c'est moi j'appelle ça, j'aime bien appeler ça, d'ajouter des petits toppings par-dessus Ah, les ça. fameux toppings. Voilà, Je te laisse en parler. voilà. La référence des toppings, c'est quand on fait des frozen yogurt, là, le yaourt glacé, bah, c'est déjà super bon, mais on va ajouter des petites graines ou des petits Comme bouts ton de McFlurry, fraises, voilà, ton de petit ton machin. McFlurry, exactement. Et donc du coup, l'idée, on se pose la question suivante, c'est qu'est-ce qui fait partie de moi, avec lequel je suis à l'aise de prendre la parole et qui va donner du relief à cette communication, qui va faire que ces toppings que je vais définir, eh ben, ils vont me rendre encore plus humaine auprès des gens qui vont être en contact avec ma communication. Je vais donner des exemples. Ça peut être des habitudes, le fait qu'on prenne un café latte tous les matins. Ça peut être des petites manies, parce qu'on soit une maniaque de l'organisation. Voilà ce genre de choses. Oui, ça peut être plein de petites choses qui font partie de notre quotidien et de nos petites habitudes. Ou ça peut même être physique, non? Je sais que moi, j'en ai vu passer, où j'ai un exemple, Honoré Beghem, lui, il pose avec... Chaque fois, il y a un nounours, il a personnifié son nounours, il l'appelle Junior. Et il a tellement, tellement travaillé son topping que je suis incapable de croiser un nounours dans la rue sans penser à lui. C'est le signe d'un personal branding qui est hyper bien défini parce que il l'a tellement bien intégré que ça paraît naturel maintenant d'associer Honoré Beghem à ce grand nounours. On le voit même si on consulte son profil LinkedIn il est partout. Je crois même que le nounours a un profil LinkedIn. Ça se peut. Donc c'est vraiment, il a cassé le game et je crois que c'est son métier aussi, donc ça prouve. Oui, donc c'est bien, voilà, il fait une très bonne vitrine de ses services. Exactement. Et donc ça peut être voilà, un accessoire, ça peut être, moi je pense par exemple à Julien Cernobori qui est un podcasteur qui parle souvent du fait qu'il aime le café, il va toujours demander des cafés dans ses podcasts, ou qu'il adore les chats, donc il fait souvent référence aux chats. Et donc du coup, c'est quelque chose qui peut être mis en scène, soit c'est un running gag, si on a une tonalité qui se veut humoristique, soit ça peut être quelque chose qu'on utilise quand on veut expliquer un concept théorique, ou en utilisant une métaphore, ou en utilisant un exemple dans la vraie vie. On peut utiliser quelque chose qui nous représente. Par exemple, toi, je sais que Laurie, un de tes toppings, c'est un accessoire. C'est mon très beau 5008. C'est ma voiture pour laquelle tout le monde me charrie beaucoup, mais dont je suis, je dirais pas fière, mais ouais, ça fait partie de mon identité. Et voilà. Et donc là, tu vois, tu as dit quelque chose qui est très remarquable, c'est tout le monde me charrie avec. Là, peut-être vous posez la question de dire, mais ouais, mais c'est bon, mes toppings, qu'est-ce que c'est? Posez-vous la question autour de vous, à votre cercle proche, votre meilleur ami. Quand tu penses à moi, tu penses à quoi? Ouais, moi, tout le monde pense à mon 5008 pourri. Exactement. Mais faudra que je poste une photo un jour pour partager mon beau 5008. Mais en même temps, c'est un antivol à lui tout seul. Hein. Moi, on ne me volera jamais ma voiture. Il y a des histoires à raconter. Et du coup, l'idée, voilà, d'identifier les choses un peu, les running jokes ou les petites vannes que fait votre entourage proche, souvent sur votre personnalité. Posez-vous la question si vous êtes à l'aise avec le fait de le partager. L'idée, c'est pas d'avoir une personal branding qui vous dessert, hein, qui contribue à une mauvaise image de marque de vous, mais c'est voilà, d'humaniser et puis de créer un petit peu des petits moyens mémotechniques pour associer qui vous êtes à un objet récurrent. Alors ça, c'est quand même, on est d'accord que c'est pour pousser encore plus le travail. C'est pas, c'est une fois qu'on a bien défini la thématique, la tonalité, la personnalité, on peut se dire, bah, ok, je rajoute des toppings. Je voulais juste revenir sur la tonalité parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Pour moi, c'est lié en même temps à la tonalité et à la personnalité. C'est question cruciale, tutoiement ou vouvoiement. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose hyper souvent et c'est pas si simple d'y répondre. Parfois, je tutoie et parfois, je vouvoie dans mes posts.
En fonction du message que je vais faire passer, si c'est plutôt, tu vois, un peu chill, le post, je vais être dans le tutoiement. Et quand je vais être plutôt dans un post ou voilà, quand je veux communiquer plus expert, bah, je vais plutôt être dans le vouvoiement. Mais en réalité, mes clients, dans 90% des cas, je les tutoie. Moi aussi, c'est un peu un casse-tête pour moi. J'ai fait ma décision avec 3 critères. Le premier, pour moi, c'est où est-ce que tu t'exprimes? Par exemple, moi, je vais utiliser le vouvoiement sur LinkedIn et le tutoiement sur Instagram parce que sur LinkedIn, il y a une approche qui est plus, formelle et sur Instagram, il y a une approche qui est plus personnelle. C'est lié, aux usages et puis un peu à la plateforme. Petit 1. Petit 2, ton degré de relation avec ton audience. Moi, je pars du principe que les gens qui sont sur LinkedIn que je vous vois, s'ils décident de me suivre sur la newsletter, eh ben, ça veut dire qu'ils sont rentrés en engagement avec moi. Moi, ma ligne édito sur ma newsletter, c'est un peu un vlog pratique avec des cas pratiques où aussi je vais moi me mettre en scène dans ce que je vis et ce que j'apprends pour faire passer des messages. Et donc du coup, là, je décide de tutoyer puisque moi, dans la vie aussi, j'ai le tutoiement très facile. Donc si tu rentres en contact avec moi et c'est l'expérience quand j'ai envie de donner dans ma newsletter, eh ben, je vais tutoyer. Et le troisième truc, c'est aussi l'image de marque que tu as envie de renvoyer parce que, bah, culturellement en France, mais en France, c'est le cas, mais par exemple, c'est pas le cas en Espagne où j'habite, où tout le monde tutoie tout le monde. En France, il y a quand même un côté un petit peu formel de vous voyez, et ben, ça renvoie une image un peu plus corporate, un petit peu plus professionnelle, un petit peu high level. Mais après, on peut carrément casser les codes et puis tutoyer tout le monde et puis et que ça n'ait pas d'impact sur une image d'experte. Donc voilà, moi, comment j'ai réfléchi à l'usage du vouvoiement et du tutoiement sur ma propre communication. Je pense que ça peut déjà donner des bonnes pistes pour les personnes qui se posent la question. Et honnêtement, je sais qu'elles sont nombreuses, parce que moi, on me pose régulièrement la question. C'est au moins une première piste pour envisager la chose. Et comment est-ce que tu fais pour, justement, bah, une fois que tu as défini ton personal branding, choisir où tu vas t'exprimer? Eh ben, faut choisir des plateformes et des canaux où tes thématiques vont bien vivre et où les personnes à qui tu destines ce personal branding, ils vont se trouver. On pourrait vouloir, s'adresser quoique aujourd'hui, je trouve qu'il y a un petit peu un flou artistique qui est en train de se faire, notamment sur LinkedIn. On voit de plus en plus de personnes qui ont, j'imagine, intégré dans leur tofu, dans leur thématique, générale, des sujets qui sont un peu plus lifestyle, un peu plus de société, qu'on voyait souvent évoluer et être, territoire d'expression sur Instagram. Maintenant, ça c'est un petit peu plus, flou. Mais moi, je dirais, tu choisis une plateforme où déjà tu te sens à l'aise, tu es à l'aise avec les codes. Sur Instagram, on va plus privilégier le visuel, les vidéos, les photos, la mise en scène. Si toi, tu te sens à l'aise avec ce moyen d'expression, vas-y et que c'est pertinent par rapport à tes thématiques et que ta cible s'y trouve, vas-y fonce. Si LinkedIn, on est plus encore aujourd'hui sur une prédominance de l'écrit, sur les qualités de copywriting, et Ça cetera. évolue quand même, hein. C'est vrai Ça qu'aujourd'hui, évolue, on ouais. voit, on sait que quand tu postes une photo avec, bah, ça engage plus. La vidéo débarque quand même, beaucoup, hein, sur LinkedIn, en vidéo mode vidéo courte et ça a l'air de pas mal performer quand même. C'est que j'ai pas tenté moi-même, donc j'ai pas encore beaucoup de retours, mais de ce que je vois, ça a l'air de pas mal performer. C'est ce qui se dit par rapport à l'évolution de l'algorithme, mais j'ai l'impression qu'une photo qui est accompagnée d'un post tout pourri, mal rédigé, ça performera pas. Ça fait juste, c'est un stopper, tu sais, c'est le truc tu vas t'arrêter pour le lire, mais c'est juste pour faire un coucou, mais si le post est pourri en lui-même et n'a aucune valeur, effectivement, je pense que ça fera un peu de reach, mais pas beaucoup Mmh. d'engagement, quoi. C'est pas autoporteur. Il y a quand même, un basique à avoir qui est des qualités rédactionnelles, le fait de présenter sa pensée et cetera, qui demande d'être plus écrite sur LinkedIn. Donc voilà. Où tu te sens à l'aise, en termes Où d'usage il y et a ton cetera. audience, Oui, et là où il y a ton accessoirement. audience et là où tes thématiques, vont être, bien reçues. Si tu es dans un sujet hyper, hyper niche, ouais, je sais pas si tu as envie d'être, défini comme la personne qui est expert des maquettes, de bateaux du XVIe siècle. Peut-être que LinkedIn n'est pas l'endroit où, mais un blog, de passionnés, de maquettistes, ça sera une très bonne plateforme pour, tout défoncer et faire en sorte que tous les fans de maquettes, te suivent, sur, tous tes autres, contenus. Donc voilà, sur ses propres canaux et le choix des canaux, c'est une approche pour, les choisir. Ensuite, tu peux
ça c'est l'étape advanced pour aller plus loin. Tu peux aussi cibler des canaux d'audience affinitaires, donc des personnes qui s'expriment sur les mêmes thématiques que toi, mais de manière différente, avec qui tu t'entends bien, ou des personnes qui traitent des thématiques qui sont peut-être connexes ou qui sont un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de l'échelle de précision de tes thématiques. Mais toujours dans le même écosystème, dans le même environnement. Exactement, toujours dans le même écosystème, toujours dans le même environnement. Et puis, d'aller les contacter pour voir s'il n'y a pas des partenariats à faire, des lives à faire ensemble, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou même sur vos newsletters respectives. Il y a des échanges de visibilité qui peuvent se faire sur vos podcasts respectifs, faire de la cross-promotion, faire des invitations mutuelles. Le fait d'aller aussi s'associer à d'autres personnes qui ont aussi un personal branding qui est défini. Il y a ce qu'on appelle en communication un effet halo qui va se créer. Et donc du coup, vous allez bénéficier aussi de la crédibilité et de la marque qu'a construit cette personne en s'associant à ces personnes avec des audiences affinitaires. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, on peut être même tenté d'accepter. Alors, il y en a qui le font, d'accepter tous les types d'invitations, tous les types de partenariats. Et je pense qu'il faut avoir soi-même un personnel branding hyper fort pour pouvoir avoir cette stratégie-là. Moi, je suis plus d'avis, comme toi, de se dire que on va essayer d'abord de se concentrer sur les personnes qui sont vraiment dans notre univers, on va dire, sans avoir le même personnel branding, mais qui ont où on va avoir des audiences affinitaires, où on va être à l'aise aussi avec leur personnel branding pour pouvoir s'apporter justement, bénéficier des communautés, de nos audiences mutuelles, mais en respectant notre propre identité et notre personnel branding. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et il faut se mettre aussi en tant que consommateur, quand on voit, Suprême faire un partenariat avec Lacoste, on le retient, on trouve ça cohérent et cetera parce que les marques vont bien ensemble. On s'imagine pas, Mercedes faire un partenariat avec Lidl, ça n'aurait aucun sens parce que, les images de marque, sont un peu dissonantes. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir Non, mais cette je crois qu'il y a approche. une marque de voiture qui a fait un Oui, je partenariat sais, avec Lidl je suite à sais, je sais. un truc du 1er avril. Et honnêtement, c'était inattendu. Bon, après, je pense que les deux marques, positionnées très différemment, sont quand même toutes les deux très fortes. J'avais trouvé ça quand même bien pensé. C'était bien d'avoir fait ce hook. C'était un coup, c'était un effet opportunité, je suis d'accord avec toi. Et puisqu'on parle de marque, j'ai envie de donner un dernier conseil sur la mise en œuvre opérationnelle de ce personal branding, c'est qu'on peut se considérer soi-même comme une marque. Une marque, c'est quand on pense à Yuka, on pense à une petite carotte et la couleur verte et la couleur orange. Eh ben, on peut penser à la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'on peut aussi se définir une gamme colorielle avec laquelle on est à l'aise, qui reflète l'image de marque qu'on a envie de renvoyer. Ne pas hésiter à regarder la signification des couleurs aussi, ça peut nous aider à les choisir et ne pas hésiter aussi à investir dans l'accompagnement d'un graphiste ou d'une graphiste qui nous aiderait à définir une palette de couleurs et même pourquoi pas un logo, un petit gimmick visuel qui pourrait être récurrent. C'est quelque chose qui paraît peut-être encore plus advanced, mais C'est pas trivial à mon sens, hein. Je sais que pour My Marketing Experience, le orange est vraiment notre couleur depuis le départ. Et pour l'histoire, notre marque est vraiment associée à cette couleur. J'ai même des personnes autour de moi qui m'ont dit: ah, c'est orange, c'est le orange My Marketing Experience. Donc, ça me fait sourire quand on me le dit. Et ce orange, pour l'histoire, a même évolué depuis notre création pour mieux correspondre à notre personnalité. Donc au début, c'était un orange qui était très pop parce qu'on était une jeune société et tout ça. Et on l'a fait évoluer vers un orange un peu plus soutenu, qui est quand même encore bien flashy. On voulait quelque chose de moins enfantin et d'un petit peu plus, positionné un petit peu plus expert, si un orange peut être expert, mais moins flashy, pour plus de sérieux, tout en restant quand même assez dans la créativité, voilà, dans tout ce qui fait notre identité aussi. Mais je suis d'accord avec toi, les éléments graphiques peuvent faire aussi partie et doivent, au niveau advanced, faire partie de notre identité et de notre personal branding. je suis tout à fait d'accord. Et aussi à titre personnel, là, moi, je suis en train de faire évoluer les couleurs de mon personal branding parce que ils ne correspondent plus à l'image que j'ai envie de renvoyer. Et même parce que j'ai fait un peu une enquête auprès de ma cible, j'ai fait beaucoup d'entretiens, j'ai vu que ça ne transmettait pas forcément les bons messages. Et là, donc, du coup, je fais un travail de refonte de mon identité visuelle
en tant que marque EcoFactory, mais en tant que Anne-Claire Leca, parce que les deux sont liés, pour aligner les couleurs que j'utilise, mon logo, mais aussi les territoires d'expression que j'ai envie d'aller conquérir. Voilà. Toi aussi, tu vois, tu évolues. Et je crois que c'est Florence Grégeois aussi qui est très identifiée sur un rose un peu layette dans ses publications. Dès que je le vois, ce rose, avec une photo en noir et blanc, et elle utilise beaucoup de personnages de séries. Et en fait, c'est très identifiable. Je n'ai pas besoin de voir qui écrit le post. Je sais que c'est un post de Florence. Donc, c'est le niveau advanced. Mais je pense que c'est quand même bien, quand on a défini la première couche de son personal branding, de commencer à s'intéresser à ces éléments-là qui sont bien plus puissants que ce qu'on peut imaginer. Exactement. Il y a un dernier truc qui me vient. Peut-être que les personnes qui nous écoutent, ça l'est, elles sont convaincues, elles sont au taquet, elles ont des idées claires de comment s'y mettre. Et il y a peut-être quelque chose qui les retient qui est, mais si je commence à parler de moi, est-ce que je vais devoir parler de tout? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on a utilisé un outil avec Sandy et Laurie, et je l'utilise avec tous mes clients, qui est un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari. En fait, qui permet, mais au-delà de cet outil, c'est de se dire qu'on peut avoir une approche cadrée aussi de ce sur quoi on s'exprime. De la même manière que on va peut-être s'exprimer sur toutes les thématiques, on peut aussi définir les points sur lesquels on accepte de s'exprimer, qui font partie de notre histoire personnelle, et aussi de définir un curseur du niveau de détail dans lequel on va aller. Par exemple, un des éléments de ma marque personnelle, c'est le fait que j'habite à Barcelone, mais je ne vais pas donner mon adresse ou le quartier dans lequel j'habite, parce que je ne trouve pas ça pertinent, et en plus je trouve que c'est aller trop loin dans mon intimité. De la même manière, vous pouvez peut-être parler du fait que vous êtes une entrepreneur et que vous êtes maman, mais vous n'aurez pas envie de dire le nombre d'enfants que vous avez ou leur prénom. C'est vrai que c'est souvent une crainte, hein. C'est souvent, je vais devoir tout déballer et j'ai pas envie de parler de ça et de ça. Et je te rejoins, en fait, on n'est pas obligé de parler de tout. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes exposer énormément leur vie sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou ailleurs. En fait, on n'est pas obligé de tous faire ça pour avoir un personal branding fort. Souvent, moi, j'entends, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça, parce que c'est ma vie privée. C'est OK, quoi. Moi, je suis d'accord, on n'est pas obligé de parler de tout. On peut mentionner certaines choses. Et moi, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire, parce que je sais que j'avais des craintes, pas des craintes, mais des choses où je me disais, ça c'est ma barrière, ça c'est mon curseur, il est là et j'irai pas plus loin. Et après, en fait, le curseur, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que le personal branding, c'est fait pour aussi évoluer avec nous, c'est de te dire, avant, moi, je sais qu'il y avait un curseur que j'avais posé, et je me dis, OK, aujourd'hui, je suis OK pour en dévoiler un petit peu plus, mais par contre, je n'irai pas au-delà de ça. Donc, c'est vraiment arriver à doser en se disant, aujourd'hui, je suis prête à dire ça et pas ça, fine. Et demain, j'ai grandi, j'ai évolué, je suis plus à l'aise, je peux en dévoiler un petit peu plus ou pas. Exactement. Moi, c'est vraiment ces deux grands messages que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est que le personal branding que vous voyez des autres, c'est celui des autres, et vous pouvez définir votre propre personal branding avec lequel vous êtes à l'aise. Et le deuxième message, c'est que le personal branding, c'est progressif. C'est-à-dire que vous pouvez réévaluer et faire évoluer les thématiques, et vous pouvez aussi y aller progressivement en dévoilant petit à petit de plus en plus de choses en fonction de ce avec quoi vous êtes à l'aise et de votre expérience avec l'exercice. Écoute, c'est super. Je pense que là, tout le monde a les clés pour commencer à travailler ou faire évoluer son personal branding. Merci beaucoup, Anne-Claire. J'ai juste une dernière question à te poser, parce que chez My Marketing Podcast, on est très friande de bons conseils, mais aussi d'outils et de choses qui vont vraiment être actionnables. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu aurais un outil à nous partager qui t'a particulièrement aidé ou que tu utilises beaucoup, qui fait la différence? Ouais, il y en a un que j'utilise depuis quelques mois et qui a vraiment fait la différence pour moi. D'ailleurs, je rends à César ce qui est à César. C'est Claire Gerbier qui l'avait partagé quelque part, et du coup, je l'ai adopté grâce à elle. Ça s'appelle Magical. C'est un text Je expander. kiffe. Ah, toi aussi, tu Ah, l'utilises? j'adore. Trop bien. Ouais. C'est un text expander, c'est-à-dire qu'on définit des raccourcis, un peu comme un Bitly en fait finalement, et qui, au moment où on écrit un email, eh bien, on écrit ce raccourci et ça nous développe automatiquement un texte plus long. Je donne un exemple. Tu le paramètres hyper facilement et après, ça, en fonction du type de message, ça vient s'implémenter directement
dans le Exactement. message que tu vas envoyer. Et moi, du coup, j'ai un peu le réflexe, dès que je vois que j'écris souvent le même texte ou que je cherche souvent la même information, je donne un exemple, le numéro de SIRET de son entreprise ou l'URL de son profil LinkedIn ou un email de récap, call découverte qu'on écrit souvent, et ben je crée un magic call avec entre parenthèses URL LinkedIn, entre parenthèses SIRET ou entre parenthèses récap call découverte. Et là, zou, ça me écrit tout automatiquement dans mon email ou dans ma page Word. Et franchement, ça me fait gagner énormément de temps. Hyper puissant. Moi, tu vois, ça, c'est le genre d'outil en tant que je me revendique être une bonne feignasse. C'est des choses que j'adore et ben, je vais aussi l'utiliser. Tu vois, je n'avais pas encore cette utilisation. Moi, c'était vraiment pour, par exemple, remercier pour une personne qui m'a fait une demande de connexion que j'ai acceptée. Tu vois, le premier petit message. Bon, après, je le personnalise, mais il y a quand même une petite trame. Et j'ai pas honte de dire que je semi-automatise cette partie-là avec un petit message que je peux après moduler, mais au moins j'ai déjà la trame de mon message de remerciement. Écoute, merci beaucoup Anne-Claire. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter, t'envoyer des petits mots doux? Eh bien, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn, Anne-Claire Leca. N'hésitez pas à me faire une demande de connexion, voilà, ou à vous abonner à ma newsletter si vous êtes podcasteur, podcasteuse et que vous cherchez à améliorer votre visibilité et l'attractivité de votre podcast en créant un écosystème de marque et de communication et de communauté autour de votre projet. Je suis la bonne personne pour vous. Et je serais heureuse de démarrer la conversation avec vous. Ok, écoute, super. Merci beaucoup Anne-Claire pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, pour tous tes précieux conseils. Et je te dis à très bientôt. Et pareil, je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux en nous taguant. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt!